Au fil des années, la vidéo est devenue un levier incontournable pour s'exprimer et communiquer. Certains l'ont compris et en font aujourd'hui leur métier. Je m'appelle Pierre, je suis vidéaste indépendant et en fondant le podcast Vite Vidéaste, je souhaite mettre en avant celles et ceux qui partagent cette passion commune pour la vidéo. Que ce soit pour raconter des histoires, susciter l'émotion ou l'émerveillement, chaque vidéaste a ce besoin d'utiliser une caméra pour transmettre sa vision de ce qui l'entoure. Avec ce podcast, nous irons à la rencontre de personnes passionnées qui nous dévoileront leur parcours, leur motivation et partageront leur vision de la vidéo. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans ce que c'est vraiment une vie de vidéaste. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Vite Vidéaste. Pour ce nouvel épisode, j'ai pu m'entretenir avec Lucas Bosc, un vidéaste niçois que vous connaissez peut-être via Instagram, où il poste régulièrement ses productions avec de nombreuses marques pour lesquelles il collabore. Ensemble, nous sommes revenus sur ses débuts en école de cinéma, son souhait de tracer son propre chemin et ses projets qui l'ont amené à vivre aujourd'hui de sa passion. Nous avons parlé donc de ses projets, de ses inspirations et des ambitions dans la vidéo. En espérant que ce nouvel épisode vous plaise, bonne écoute. Salut Lucas, comment tu vas ? Hello Pierre, écoute, très bien, je suis très content d'être avec toi, donc ça va très bien. Pareil, très content de t'accueillir pour le 3e épisode du podcast Vite Vidéaste. Ce podcast il tend à mettre en avant les vidéastes francophones talentueux et voilà, moi je te suis depuis longtemps sur Instagram, donc je suis ton travail qui est de grande qualité. Tu as toute ta place ici dans ce podcast, donc bienvenue à toi. C'est un plaisir, vraiment merci beaucoup. Sans plus attendre, on va commencer avec la première question qui est assez facile. C'est notamment pour les personnes qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Lucas ? Ouais, bien sûr. Alors moi du coup, je fais de la vidéo depuis maintenant pas mal d'années. J'ai commencé même à l'époque du lycée à faire des petites vidéos. Je me filmais avec mes potes, avec mon matos que j'avais à l'époque. Et puis pour la faire courte, j'ai fait après mes études, donc après mon lycée, une école de cinéma à Nice, ça s'appelle l'ESRA. Donc c'est une école de ciné sur 3 ans qui permet en fait d'avoir du coup une sorte de bagage pour ensuite s'insérer dans le milieu du cinéma. Sauf que moi rapidement je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je recherchais. Moi j'ai toujours adoré filmer et monter mes vidéos. C'est ce que je faisais avant même d'être à l'école. Et du coup, je me suis dit, dès les premiers mois de cette école, c'est cool, j'apprends plein de choses, mais il faut qu'à côté de ça, je me forme parce que en sortie de cette école, je veux faire totalement autre chose. J'ai pas eu envie de m'insérer dans le milieu du cinéma, même si voilà, c'est super, parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon propre matos, de faire un peu ce que j'ai envie au niveau de mes cadres, au niveau de mon montage. Et c'est vrai que le milieu du cinéma, c'est très très bridé. Donc du coup, je me suis fait une petite auto-entreprise quand j'étais en école de cinéma. Et rapidement, je me suis fait des petits contacts. J'ai bossé pour des petites boîtes, pour des petits événements, etc. Ça commence à grossir. Et puis ça fait que là, ça fait 1 an et demi que j'ai fini mon école et je vis pleinement de mon métier. Donc je suis très très content. Ok, très bien. C'est vrai que c'était un point sur lequel je souhaitais rebondir avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marché de la vidéo, la plupart des vidéastes qui se lancent, il y en a beaucoup qui sont autodidactes, qui apprennent notamment par les nombreuses ressources qu'on trouve sur YouTube, via des vidéos en ligne qui aussi se créent de plus en plus. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'autodidactes et c'est vrai qu'on oublie par moments que les écoles de cinéma, c'est fait aussi pour former à ces métiers de l'audiovisuel. Donc c'est vrai que toi, j'imagine, tu as dû aussi, pendant ces années cinéma, même si tu n'avais pas forcément cette volonté de te lancer dans les métiers du cinéma, tu as dû apprendre aussi des techniques particulières. Est-ce que ça t'a vraiment apporté dans le métier que tu fais aujourd'hui ou pas tant que ça ? Alors, ouais, c'est vrai que en fait, le métier du cinéma, on va dire, et de la vidéo, ça se rejoint quand même sur beaucoup de points. En fait, moi, donc ça remonte, mais alors si pas de bêtises, ça fait du coup 4 ans et demi, 5 ans quasiment, que j'ai commencé cette école. Et à cette époque-là, ça paraît pas très loin, mais il y a quand même une petite différence, tu vois, par rapport à
maintenant à 2020, 2021, où on est quand même beaucoup plus sur les réseaux, il y a beaucoup plus de choses qui se partagent. Moi, quand j'étais encore au lycée, en terminale, j'avais déjà des petites références. À l'époque, c'était vraiment l'époque de Sam Colder, où il a commencé à faire des belles vidéos. Il y avait beaucoup de contenu sur lui et plein d'autres vidéastes, mais beaucoup américains. Mais en France, on était encore pas très nombreux. Et en fait, pour moi, l'école de cinéma, elle est juste arrivée naturellement parce que je me suis dit, il faut que je me forme. Je sais pas par où commencer. Mes parents font pas du tout ce métier-là. J'ai aucune personne de ma famille qui fait ça. J'ai envie d'en vivre pleinement, mais du coup, il faut commencer quelque part. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore des formations, il n'y avait pas encore des tutos sur des trucs de montage, ou sinon très peu. Et moi, à cette époque-là, je me suis dit, il faut que je trouve une formation, euh, quelle qu'elle soit, pour en fait me former, tout simplement, et pouvoir concrétiser ce métier. Donc du coup, l'école de cinéma, moi je pense que maintenant, c'est intéressant pour les personnes qui veulent vraiment partir dans ce domaine-là, qui veulent faire des métiers qui sont vraiment dans le cinéma, mais en soi, pour des vidéastes, vraiment, donc des personnes qui filment et qui montent des vidéos avec du coup une manière de faire, etc., je pense que c'est pas vraiment nécessaire. On a assez de contenu maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, pour se former, pour apprendre des techniques, pour apprendre comment manier une caméra, comment faire du montage, comment créer une dynamique, etc. Et l'école de cinéma, elle fait que reprendre un petit peu tout ça, mais avec des codes où il faut travailler en équipe, etc. Donc ça apprend autre chose, mais je pense que très clairement, on n'est pas obligé maintenant de faire une école, et c'est même des fois pas forcément recommandé, parce que du coup on apprend plus vite par soi-même qu'avec une classe avec 30 personnes, voilà, derrière un petit bureau. Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, bah voilà, derrière son écran, en 15 minutes, on peut apprendre des fois plus que bah, je sais pas, je connais pas le système des écoles de cinéma, mais c'est vrai que les ressources sont tellement pertinentes maintenant sur YouTube que voilà, on peut apprendre très rapidement le métier de vidéaste. Donc toi, tu disais effectivement que il y a 4-5 ans, voilà, tu t'intéressais déjà à la vidéo. C'est quelque chose qui est venu comment? C'est toi, petit, qui faisais de la vidéo? C'est un déclic que tu as eu peut-être en voyage, en voyant quelqu'un? Tu disais que tu t'inspirais aussi de créateurs comme Sam Colder, pardon. Comment c'est venu cette envie de faire de la vidéo? Ouais, ben écoute, quand j'étais vraiment tout petit, donc vraiment les années moins de 10 ans, je vais pas te dire une année exacte, je sais plus trop, mais quand j'avais moins de 10 ans, je faisais beaucoup de dessins. Ça, par contre, c'était vraiment très très jeune. J'ai vraiment beaucoup fait de dessins, j'ai fait de l'animation, j'ai fait après du stop motion, donc des petits dessins animés quand j'étais en sixième. Je me rappelle, il y avait une petite formation en fait entre midi et deux au collège. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu du stop motion, etc. Au début, c'était des Lego. Et puis après, ça a été avec de la pâte à modeler. Donc j'avais un petit peu ce truc où ça m'amusait en fait de créer des petites histoires, de se créer un petit univers à partir de rien du tout, hein. Des Lego, tout le monde peut en avoir. De la pâte à modeler, ben, il suffit de faire des petits bonhommes, etc. Donc j'ai commencé comme ça, et puis en fait rapidement on est vite bridé. J'avais des petits logiciels de montage avec Pivot Stick Figure, ça s'appelait à l'époque, pour faire des sortes de petites animations sur ordinateur. Mais les ordinateurs c'était pas encore très puissant. Et puis j'ai pas le dernier ordinateur, donc c'était pas très facile. Et puis en fait une caméra ça vaut pas très cher. Donc en fait à Noël je m'étais offert une. Et on m'en a offert une, pardon. Et en fait, j'ai commencé comme ça, avec des potes, à faire des petites vidéos. Au début, je filmais un peu tout et rien. C'était juste dès que je me déplaçais, dès que j'allais avec mes parents en voyage, je filmais un petit peu. J'avais des voilà, j'essayais de me faire des petits montages avec pas grand-chose. Et puis en fait, ça a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur. En troisième, j'avais fait mon premier court-métrage, on va dire, avec mes amis. On avait fait une sorte de petite histoire, etc. Et j'avais adoré faire ça. Et je me suis dit, ben, l'an prochain, il y a une option de cinéma qui sera au lycée. C'est une option en fait facultative en plus pour apprendre un petit peu le métier du ciné, Ouais. etc. Et du coup, je me suis dit, ben, let's go, on va faire ça et on va voir où ça va mener. Et en fait, c'est vraiment à force de faire et à force d'avoir des inspirations, des potes qui t'en parlent, de manier tout ça, qu'en fait, c'est
bah, je pense pour tous les vidéastes, hein, c'est super prenant. C'est vraiment un milieu où tu t'apprends constamment et tu es tout le temps dans le truc, en fait, t'es jamais rassasié. Et en fait, ben, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et après, voilà, le chemin, il s'est fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec les études et puis après par à moi-même, quoi. Ok, parfait. Ouais, donc pour le coup, c'est quelque chose qui remonte à assez longtemps. Tu as toujours baigné Ouais, dans cet univers un peu créatif, sans forcément que ce soit la vidéo, mais via d'autres arts créatifs. Donc, ouais, j'ai eu, ça a été en fait à force de faire et je me suis jamais posé la question en me disant je vais être vidéaste et que c'était pas du tout quand j'avais 10-12 ans. Mais par contre, l'envie de faire, elle était présente et en fait, c'est à force de faire des petites choses que tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être passionnées comme toi. Et du coup, ben, à l'époque de YouTube, voilà, c'est à ce tout début, il y a des petites vidéos, mais à l'époque, c'était plus des vidéos court-métrage. Donc j'ai fait un peu de court-métrage, ben, c'était à l'époque du studio Bagel pour ceux qui connaissent. C'était des petits courts-métrages faits avec des youtubeurs. Et moi, ça m'inspire énormément parce qu'il y a beaucoup de behind the scenes derrière. Donc, on voyait un peu aussi l'envers du décor, etc. Et en fait, à force, bah, c'est vrai qu'il y a eu de plus en plus de monde qui ont fait des vidéos, etc. un peu de leur côté. Et c'est vrai que c'est à force de voir des gens faire que je me suis inspiré moi-même et que ça a fait que grossir. parfait. Pour le coup, c'est une bonne transition parce que voilà, on passe du jeune Lucas qui a appris au fur et à mesure à faire de la vidéo, qui s'est inspiré des autres, au Lucas Bosque actuel qui a développé sa propre patte. Moi, c'est vrai que bah voilà, quand j'ai revu tes vidéos en préparant ce podcast, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez rapidement. C'est que bah voilà, je trouve que tu as réellement une patte artistique à toi. On reconnaît facilement tes créations et tes vidéos, notamment voilà, via des teintes assez chaudes, via des transitions qui sont bien léchées, qui sont bien réalisées, des vidéos assez dynamiques, tout ça. Et justement, comment tu l'as trouvé en quelque sorte ce style un peu à toi qui te caractérise? Comment c'est venu? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce que voilà, tu t'es cherché un peu? Comment c'est venu tout ça? Bah déjà merci, c'est super gentil. Alors en fait c'est venu assez naturellement, je sais même pas vraiment si on peut dire qu'il y a un petit style, mais en tout cas moi j'essaye euh, de, de faire mieux on va dire à chaque fois pour essayer de se challenger soi-même. Mais en soi ouais il y a pas si longtemps que ça j'ai commencé à poster. D'ailleurs je poste pas beaucoup mais il faudrait que je poste plus, mais en tout cas voilà c'est vraiment venu à force de poster des petites vidéos sur Insta que j'ai essayé de me faire un petit format pour inspirer les gens ou pour que ça soit vu. Voilà, essayer d'avoir un format qui peut être quand même qui peut être sympa à regarder. Et du coup, pour ce qui est des transitions, comme tu disais, ben je pense à la base, c'était un petit peu genre de, j'ai commencé comme ça à faire des petites vidéos et puis je me suis rendu compte qu'en faisant un petit mouvement c'était plus sympa à regarder et ça ajoutait un petit dynamisme à la vidéo et je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi d'avoir un truc qui les inspire qui leur permet de passer un bon petit moment et en fait c'est vrai que ajouter des petites transitions ajouter des petits effets etc c'est super intéressant pour agrémenter la vidéo et faire passer voilà pour que la vidéo passe bien et pour que les gens restent jusqu'au bout. Donc voilà, c'est venu un petit peu comme ça. Et après, au niveau des transitions, bah ouais, c'est à force de faire en fait des petites vidéos que au fur et à mesure, je me suis dit, ah bah comme ça, c'est cool. En faisant un petit truc circulaire, c'est sympa aussi. Visuellement, c'est joli. Et voilà. Ok. Oui, parce que après, au-delà du fait que tu postes ce type de contenu sur Instagram pour que voilà, ce soit dynamique, c'est aussi ce type de contenu que tu proposes à tes clients, j'imagine, pour les projets pro. Ouais, bah alors, oui et non. En fait, j'ai commencé bien avant d'être présent sur Instagram, de proposer en tout cas du contenu, de mettre des petites vidéos, etc. sur Instagram. Bien avant ça, je travaillais déjà avec des clients, j'avais déjà un petit réseau. Et en fait, il me manquait en tout cas de l'exposition, je mettais pas assez en avant ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais essayer de mettre un petit peu du contenu euh, plus perso, des choses qui sont pas forcément des projets pro, mais des petites choses en perso qui me permettent moi d'avoir aussi ce côté bah, kiffant soi-même, hein. C'est vrai que quand tu fais des projets pour des clients, bah, du coup, tu oublies presque que avant tout c'est une passion, tu vois. Donc
je me suis dit, bah, il faut aussi que je fasse un peu des vidéos perso sur mon temps libre pour alimenter un petit peu mon compte. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des effets, des transitions et tout, j'en faisais avec mes clients comme ça parce que c'était un petit peu le style que j'essaie de donner à mes vidéos, mais j'en faisais pas tant que ça, ou en tout cas, c'était pas forcément voulu dans le sens où je disais pas, je vais faire une petite transition pour tel ou tel client. Et puis en fait, au fur et à mesure, c'est des choses que je fais ou pas en fonction des clients. Ça va dépendre en fait si la marque est friande de ces choses-là ou au contraire si ils veulent quelque chose de plus classique, hein, dans le sens où ils veulent des mouvements comme je fais, mais sans avoir des transitions en plus. Ça, c'est vraiment un petit dialogue qu'on a avec les clients et en fonction de ce qu'ils attendent, moi je leur propose ou pas un certain style. Donc ouais, ça dépend vraiment des projets. Ok, donc ouais, pour le coup, c'est quand on voit voilà, les nombreuses collaborations que tu peux avoir avec des marques, avec des influenceurs, c'est des choses qui sont véritablement préparées au fur et à mesure. Je pense notamment bah, voilà, au fait que tu mets très souvent des sujets en avant, des personnes. C'est des choses que tu vois avec eux, avec notamment l'élaboration d'un storyboard, ou tu vas plus au feeling, comment ça se passe? Ouais, totalement. En fait, ça va dépendre vraiment du projet. Mais en soi, j'aime bien avoir de la liberté dans le sens où, avec le client, on parle un petit peu de ce qu'il veut faire passer dans la vidéo, est-ce que c'est fait pour vendre quelque chose, est-ce que c'est fait pour attirer du monde sur son site, etc. Donc, on essaie un petit peu de savoir la cible de cette vidéo. Et ensuite, moi, je réfléchis à un petit esthétique en fonction de où est-ce qu'on va tourner, en fonction de ce qu'on a comme matériel à disposition, etc. Et ensuite, pour ce qui est des transitions, il y a pas mal de transitions, donc tout ce qui va être en fait des petits volets, donc je sais pas comment on peut appeler ça, mais en fait une transition d'un plan à un autre en passant par un petit fondu au noir, bah ça c'est Ouais. fait un petit peu sur le terrain. C'est en fonction un petit peu des plans que j'ai que je vais me dire au montage, bah super, on va essayer de mettre le plan A avec le plan D. Et en fait, on a vraiment essayé de faire une petite transition entre ces deux plans, mais c'est des choses que je fais naturellement au tournage et que j'essaye de rassembler au montage. Et à l'inverse, mais ça c'est assez rare, je réfléchis à des transitions à l'avance. C'était le cas pour la vidéo que j'ai fait avec Raphaël Splezotto. C'était une petite vidéo pour Starbucks, pour les capsules Starbucks à la maison, pour les machines Nespresso. Et en fait, j'avais réfléchi à deux effets que je voulais faire. Le premier, c'est que je voulais avoir une petite dosette de café que j'emmène au-dessus de la machine et en la lâchant, elle tombe. Et du coup, il fallait que vite je filme la capsule tombée pour faire une transition avec le plan d'après où je reprenais cette fois la tasse de café avec le café qui était en train de tomber dedans. Ça, je l'avais réfléchi à l'avance. Et la deuxième chose, c'était aussi lorsqu'il devait choisir le mode de grain, je crois, c'est comme ça qu'on appelle sur les machines. Ouais. Je voulais avoir un petit plan qui tourne en même temps que son petit mouvement de doigt pour choisir son mode. Et voilà, c'était les deux seules vraiment transitions que j'avais réfléchi. Sinon, généralement, ça s'est créé un petit peu. C'est vraiment au moment du montage que je réfléchis un petit peu à ce que j'essaye de faire ou quoi. Mais il n'y a pas vraiment de choses réfléchies, en tout cas en prépa. Ok, parfait. Et pour continuer aussi sur cette dynamique d'Instagram, ce qui frappe quand on voit voilà, tes créations, ton contenu aussi sur Instagram, c'est que bah voilà, tu as cette facilité à fédérer une communauté de vidéastes. C'est vrai qu'on voit souvent beaucoup de vidéastes qui réagissent à tes vidéos. Euh, et justement, est-ce que ça ne te donne pas des idées, voilà, le fait que tu as fédéré quand même une belle communauté de vidéastes passionnés avec qui tu échanges, etc. Est-ce que ça ne te donne pas des idées par la suite pour voilà, potentiellement, je sais pas, peut-être partager plus des conseils, notamment via la création d'une chaîne YouTube ou autre, mais est-ce que tu as des envies comme ça justement pour continuer à développer cette communauté autour de la vidéo? Bah déjà, c'est vrai que c'est cool. Moi, ça fait peu de temps, en fait, au final. Je crois que ça fait à peu près un an que j'essaie de mettre de temps en temps un peu de contenu sur Instagram. Et c'est génial vraiment d'avoir des retours de personnes qui, pareil, pratiquent la même passion. Donc déjà, c'est vraiment cool de parler avec des gens, même en message privé, sur avoir des conseils des choses aux gens et tout. Moi, j'adore avoir aussi ce contact très proche des gens que je suis et qui me suivent.
Et du coup, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, j'ai pas vraiment réfléchi à une chaîne YouTube ou essayer de mettre plus des vidéos pour donner des conseils, etc. Même si c'est des choses que j'aimerais beaucoup. Mais ouais, je pense que pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vraiment réfléchi à ça. Je me focus quand même pas mal encore sur des boulots pro. J'essaye encore de moi m'améliorer et puis continuer à évoluer, en tout cas, pour essayer de faire des meilleures vidéos, des meilleurs montages, etc. Et peut-être par la suite, ça sera le cas. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est pas en tout cas dans les objectifs des prochains mois. À voir par la suite. Ok, parfait. Donc ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on a commencé le podcast, donc si ça te va bien, je te propose qu'on passe à un petit jeu dont je vais te présenter les règles juste après le jingle. Ok, donc le jeu, il s'intitule « Si tu dois choisir ». En fait, le principe de ce jeu, c'est que je vais te poser 5 dilemmes. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai déjà fait dans les 2 premiers épisodes et qui est assez intéressant pour voir aussi les préférences de chaque vidéaste. Donc en fait, je vais te poser 5 questions qui commenceront par « Si tu dois choisir » et après, je te donnerai un petit dilemme auquel tu devras répondre par une seule réponse, de manière assez instinctive si possible. Donc, est-ce que ça te va ? Tu vois à peu près les règles, c'est bon ? Ouais, bah, let's go, je vais voir, ouais. Mais c'est Ouais, parfait. bah tu vas voir avec la première question, parce que c'est vrai que je suis pas sûr de tout le temps bien expliquer, mais on va commencer avec la première question. Donc la première question, si tu dois choisir une seule marque avec qui collaborer, ce serait laquelle ? Je pense que ça serait MVMT, qui fait des événements de ouf dans le monde entier, donc je pense que ça serait eux, ouais. Ok, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire, les events comme ça, en tant que vidéaste, ça te tenterait, ouais ? Ouais, bah c'est ça, en fait, ils font plein d'événements de fou, ils font des sauts dans des endroits de malades, des sauts en avion, donc Ok, des trucs en ah oui parachute d'accord, de malade, et ok, c'est une marque de ouais, montres aussi, je sais pas s'ils font d'autres choses, mais c'est une marque ouais, où il y a beaucoup d'influenceurs qui ont fait des trucs avec eux, et ok, ils font des très belles choses. C'est un peu comme Red Bull, on va dire, ils ont une marque de boisson, mais ils font des événements un peu dans le monde entier aussi, donc ok, ouais, donc il y aura des choses sympas à faire, très bien, ok, donc si tu dois choisir, donc pour la deuxième question, si tu dois choisir un seul domaine de vidéo dans lequel exercer, ce serait lequel ? Je dirais actuellement, ça serait peut-être tout ce qui touche aux marques, euh, plus assez corporate, mais avec une petite patte en plus, mais vraiment marque. Ouais, ouais, c'est ce que tu fais déjà beaucoup, j'imagine, et c'est ce qui te plaît aussi, Ouais, il y a j'imagine, vraiment dans... plein de possibilités à exploiter, et c'est vraiment un domaine qui est quand même assez large, donc plein de choses à proposer. Ok, donc avec les marques, très bien. Si tu dois choisir un pays à filmer, ce serait lequel ? Hmm, très très cliché, mais je dirais l'Indonésie, parce que j'y suis déjà allé 2 fois, mais j'ai jamais pu filmer. J'étais encore un peu jeune à l'époque, j'ai pas assez de matos. Donc Ok. l'Indonésie, rien que pour filmer tout ce que j'ai déjà vu, mais que j'ai pas pu capturer. Ouais, c'est vrai que l'Indonésie, bah voilà, on trouve tout, C'est incroyable, on trouve la mer, la montagne, la jungle. C'est vrai il y a cette diversité dans les paysages qui fait que ça peut être intéressant, effectivement. tout à fait. Ok, parfait. Si tu dois choisir un accessoire indispensable pour faire une vidéo, et par accessoire, j'entends, on exclut boîtier et objectif. Un petit accessoire. Accessoires, je dirais un micro. Un micro pour essayer d'avoir un peu un côté vlog en plus, peut-être qui me manque. Donc ouais, je dirais un micro. Ok, ok. Bah, c'est la réponse qu'a eu aussi Axel Comtesse que j'ai eu pour l'épisode 2. C'est vrai il mettait avant aussi la qualité du son qui est important aussi pour une vidéo. Donc lui, il avait relevé ça aussi. Mais c'est vrai qu'après, il y a énormément de choses qui font que une vidéo peut être plus ou moins bien. On pense notamment au stabilisateur, etc. Mais ok. Mais je pense qu'on peut s'en. Sans passer aujourd'hui, ouais. C'est sympa aussi d'avoir ce côté très film à la main, c'est des choses que j'essaie de mettre aussi dans mes vidéos, d'enlever un petit peu le côté stabilisateur, où il y a tout qui doit être stabilisé, d'avoir un petit peu le contact direct avec la caméra et d'avoir des tremblements quand ça tremble. Je trouve que c'est aussi sympa d'avoir ce côté un peu plus réalité Ouais. Ouais, cette patte un peu organique, ouais, qui fait tout que à bah fait. voilà, un peu plus naturel C'est exactement ça. dans le toucher. Mm.
dans les C'est vrai que mouvements, dans tout ça, c'est... ça revient beaucoup dans les créations qu'on voit aujourd'hui, cet aspect un peu organique dans le fait de voir les plans à la caméra. C'est vrai qu'il y a quelques années, justement, on tendait à ce que tout soit stabilisé dans Mm. une vidéo. Et on revient justement un peu plus à ces petits tremblements, comme tu disais, pour montrer aussi cet aspect un peu plus naturel de la vidéo. Ok, ok. Et enfin, dernière question de ces petits dilemmes. Si tu dois choisir un vidéaste qui t'inspire, ce serait lequel? Français, américain, qu'importe les nationalités. Je dirais, alors je ne sais plus si c'est ça son nom Instagram, mais je crois que c'est Tantago. Je ne sais pas si c'est bien le nom, son blaze sur Insta. Ok. C'est un vidéaste qui bosse beaucoup avec des très gros, avec Matt Como, tout ça. Il fait pas mal de vidéos, je crois, avec JR Ali aussi. Et il a une signature visuelle qui est juste magnifique. Ok, très bien. Je connaissais pas, en tout cas de nom comme ça me parle pas. Mais ouais, c'est un Américain? Ouais, alors je sais pas de quelle nationalité il est exactement, mais ouais, je crois qu'il est américain. Ok, Euh, voilà, canadien, et ça s'appelle bien Canadien. Tantago. Donc il Ok, s'appelle parfait. Keen Luongo, si je dis pas de bêtises. Ok. Et il est canadien, Il y a beaucoup de très bons vidéastes aussi au Canada. carrément. Quand on voit notamment ceux qui sont aussi connus sur YouTube, il y en a de très bons. Mm. Ok, bah écoute, merci pour ces petites réponses. Et justement, c'est l'occasion aussi de rebondir sur la dernière. Est-ce que toi, tu t'inspires souvent de YouTubeurs? Est-ce que tu vas sur YouTube pour t'inspirer? Est-ce qu'il y a des inspirations que tu as, notamment via les réseaux sociaux pour tes vidéos? Ouais, bien sûr, Instagram et YouTube, c'est des super plateformes pour voir un petit peu aussi d'autres créateurs et puis avoir aussi une autre vision de la vidéo qu'on a même en France. Les quelques vidéos que j'ai vues, moi, c'est un Suisse, il s'appelle Zimida Kid. Maintenant, c'est devenu un pote. C'est un gars qui fait pour moi des très très bonnes vidéos dans le côté un petit peu francophone. Même s'il parle en anglais dans ses vidéos, euh, c'est euh, c'est un gars qui fait des super montages et il a vraiment une super bonne patte, en tout cas visuelle. C'est très très beau ce qu'il fait et c'est une bonne influence en tout cas de créateur de contenu qui est très axé voyage, mais qui fait aussi de super réalisations sur le côté plus corporate avec des marques, etc. Donc ouais, c'est un très très bon exemple. Après, sinon, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, même sur Instagram. J'ai pas forcément d'autres noms à te proposer parce que généralement, c'est aussi des fois c'est des suggestions YouTube et du coup, je passe d'une vidéo à Ouais, l'autre bien sûr. sans Mm. forcément savoir exactement qui est la personne derrière. Mais ouais, je pense que c'est super important de rester, de voir un peu ce qui se fait dans les différents milieux de la vidéo et puis de rester inspiré avec des gens qui ont plus d'expérience, qui pratiquent d'autres choses que nous on a l'habitude de faire. Et c'est super important pour l'inspiration, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair et je pense que c'est pas une mauvaise chose en fait de s'inspirer. C'est vrai que je pense que c'est deux notions différentes entre le fait de copier et de s'inspirer. Tout à fait. Je pense que c'est tout à fait naturel et bon pour un vidéaste ou même pour d'autres métiers créatifs. Mais je pense que voilà, l'inspiration, c'est bénéfique pour après mettre en place avec ton propre style les choses que tu as pu voir ailleurs. Donc, Carrément. ok, Carrément, parfait. même dans les tutos YouTube, des fois, c'est vrai qu'il y a il y a des vidéastes qui nous expliquent aussi comment ils font tel effet, comment ils pratiquent aussi la vidéo, etc. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on a commencé, on a regardé à la lettre les tutos pour essayer de refaire la Ouais, même chose, pour refaire l'effet par exemple, ou pour essayer de comprendre aussi les mécanismes de montage, etc. Mais je pense qu'ensuite, ce qui est important, c'est de se créer un peu son style et de pouvoir voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Je pense que il existe plein de styles de vidéo et après c'est important de pouvoir choisir un petit peu sa patte et vers quoi on veut tendre en vidéo, même si on peut avoir plein de domaines et bosser dans plein de domaines. C'est vrai que c'est important de se créer un petit peu un style et d'avoir un petit peu, ouais, genre un domaine dans lequel on bosse plus pour se créer, ouais, et se créer un petit univers. tout à fait. Tout à fait, exactement. Justement, toi actuellement, tu travailles beaucoup pour des marques, mais est-ce que tu as la volonté aussi de faire d'autres types de domaines de vidéos, notamment, je sais pas,
le mariage, l'immobilier, les clips musicaux. Est-ce que tu as cette envie par la suite de développer aussi ta patte créative dans d'autres domaines? Alors oui, totalement. C'est vrai que sur Instagram, je poste pas mal de vidéos autour du coup des marques, avec des influenceurs, etc. Mais moi, quand j'ai commencé, j'avais plus fait des vidéos dans l'événementiel pour du coup des petites entreprises, etc. Et c'est au fur et à mesure que j'ai pu un peu plus choisir mes clients et avoir d'autres domaines d'activité. Mais je continue en fait aussi à faire des vidéos pour des entreprises, pour du sport, pour aussi de l'événementiel. Après, c'est juste que du coup, j'ai une approche différente par rapport à ça. Je peux plus choisir ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire. Là, cet été, j'avais une opportunité qui était assez cool. J'ai réalisé la vidéo de l'anniversaire de Kev Adams. Donc, c'était une expérience vraiment, vraiment Ah, trop cool. bien. Ouais, ça, c'était vraiment cool à faire. Parce que du coup, c'est une personnalité publique, donc du coup, tu vois plein d'autres mondes derrière. Il y avait tous ses potes, Big Flo, Oli, il y avait Adil Rami, Camille Lelouch. Donc c'est cool d'avoir aussi un rapport différent par rapport à la vidéo d'événementiel, où c'est pas juste filmer un mariage ou filmer une soirée privée. Là, il y avait vraiment Kev Adams, en tout cas, quand il a voulu faire cette vidéo, c'est une vidéo qui est pour lui. C'est pour ça qu'on l'a jamais postée. Moi, elle est en privé sur mon ordinateur, je peux pas la poster ni rien parce que c'est vraiment comme un mariage, c'est une vidéo de souvenir. Il veut l'utiliser lui pour se faire un kiff et pouvoir avoir un souvenir de ses 29 ans, mais c'est pas une vidéo qui a pour but d'être vue. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi cool de faire des vidéos un peu comme ça parce que du coup, ils ont pu se lâcher, ils ont pu profiter de leur soirée et c'est vraiment intéressant même au niveau du montage, tout ça, de faire quelque chose qui est plus dans l'émotion en tout cas qu'une vidéo qui aurait été juste pour montrer un petit peu son anniversaire. Donc c'est une vidéo qui est un peu longue, où on part un peu dans sa soirée, il y a des moments qui sont assez touchants, etc. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir différents domaines d'activité, différents domaines de vidéos. Et voilà. Ok, top. Bah, justement, c'est top aussi que tu abordes ce projet-là. C'est vrai que je l'avais vu passer cet été, mais Hmm. tu avais gardé aussi ce mystère autour Ouais. de la personnalité que tu filmais. Et puis, c'est normal, contractuellement, j'imagine qu'il y avait des clauses. Mais, mais justement, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est lui directement qui a souhaité avoir tes services? Est-ce que c'est passé par un intermédiaire, une agence de communication? Comment ça s'est fait pour toi, le fait de justement de filmer une personnalité comme ça? Alors ça déjà c'est cool, c'est vrai que j'ai quasiment jamais d'intermédiaire, voire jamais. C'est ou parce que j'ai connu quelqu'un et du coup il a voulu qu'on travaille ensemble, ou ça s'est fait par du bouche-oreille. Mais c'est vrai que je travaille pas avec un intermédiaire, ça me permet d'avoir vraiment de la liberté et pas qu'on me restreigne au niveau d'un certain style ou autre. Et du coup là pour Kev Adams, donc Kev Adams voulait une vidéo et en fait on en a mis en commun. Cet ami, il réalise des soirées un petit peu prestige pour des personnalités publiques, pour des acteurs, etc. Et il lui a dit, ben, j'ai envie d'avoir une vidéo de mon anniversaire. Donc, est-ce que tu connais des gens qui peuvent faire ça? Et du coup, cet ami m'a proposé à Kev Adams, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et au final, Trop c'est vrai bien. que c'est vraiment cool. Même du coup, j'étais le seul vidéaste ce soir-là de la soirée. On n'avait pas il n'y a pas d'autres photographes ou quoi, et du coup, il n'y a pas le côté où les acteurs ou les gens de la télé ou quoi se cachent. C'était vraiment super libre, ils étaient vraiment entre potes, et c'est vraiment lors de ces moments-là, en tout cas, que tu peux en capter le plus d'émotions et qui sont vraiment naturelles, quoi. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, top. Et puis bah, c'est là que tu te rends compte aussi de la force du réseau et des relations que tu peux nouer Mm. avec les personnes, parce que c'est justement via un ami que tu peux avoir ce type de projet. Donc c'est vrai que, bah, notamment pour ceux qui peuvent se lancer et qui écouteront ce podcast, je pense que c'est des choses à pas négliger non plus, le réseau Carrément, carrément. dans, dans l'influence que ça peut avoir pour la suite et dans les projets qu'on va avoir. Donc, ok, bah top pour cette petite aparté. C'est vrai que j'avais pas noté justement cette prestation, mais c'était cool aussi de revenir sur ce petit projet et sur bah, comment ça s'est fait pour toi d'en arriver là. Donc, top. Euh,
Donc comme tu sais, ce podcast, il s'appelle Vite Vidéaste. Ouais. Avec ce nom-là, c'est vrai que je souhaitais vraiment, apprendre à mieux connaître les vidéastes francophones, ceux qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux et cetera. Mais justement, voilà, ce nom vide vidéaste, il revient à connaître les habitudes, à connaître, ce qui a fait que certains vidéastes se sont lancés. Donc très clairement, comment ça se passe, la vie de vidéaste de Lucas Boss? Comment ça se passe une journée type, dans la vie de vidéaste de Lucas Boss? Est-ce que toi, tu as une journée type que tu pourrais nous raconter? Alors, pas vraiment de journée type, mais en tout cas, c'est forcément ou du montage, ou derrière des mails envoyés pour des prochains projets, ou sinon réfléchir à bah, du coup des prochaines vidéos à faire. Moi, de mon matin jusqu'à ma soirée, il y a forcément des moments où je vais faire du montage, ou alors où je vais être en tournage. Et j'essaye en tout cas d'être vraiment tout le temps dans ce jus-là, parce que je pense que c'est en étant tout le temps stimulé que on attire un petit peu autour de soi des opportunités et que on provoque un peu le destin, on va dire. Moi, depuis que j'ai commencé en tout cas à en vivre, donc en fin quasiment de ma première année d'ESRA, ma première année, comme j'ai dit tout à l'heure, d'école, j'avais déjà commencé à avoir un petit revenu et ça a commencé à bien se passer. Et de là, je me suis dit, il faut vraiment être tout le temps dans ce jus-là et bosser tout le temps dans ce domaine pour vraiment pas perdre d'opportunités, pour vraiment être, que les gens voient aussi qu'on est motivé. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment d'avoir ce côté où c'est comme un sportif, quand un sportif il s'entraîne pour faire une compétition ou quand il a envie d'avoir un objectif supplémentaire, et bien du coup il va rester dans ce jus, dans un mindset qui est super tourné autour de son sport pour pas perdre son objectif de base et pour pas être dérangé par d'autres choses qui arrivent. Voilà, genre c'est vrai que ben en étant un vidéaste, on peut passer à côté de d'autres choses de la vie, tu vois, genre tu peux faire moins de aller moins voir tes potes, faire moins de soirées, etc. Mais je pense que c'est un rythme de vie qu'il faut s'imposer, en tout cas que moi je me suis un petit peu imposé pour du coup être, pour faire ma passion, et je pense que c'est ça qui vraiment, qui peut rendre fier quelqu'un en fait, au final, c'est de se dire, bah ok, j'ai déjà réussi à faire ça, là j'ai vu essayer d'aller plus dans ce point-là, ou peut-être d'améliorer ça, et c'est vrai qu'en étant tout le temps un peu stimulé, je pense que c'est ça qui fait que on peut rapidement gravir des petits échelons, quoi. Ouais, c'est clair. Mais pour le coup, toi, ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux. On voit la motivation que tu as, bah voilà, notamment via les stories. On te voit très souvent, bah, on connaît maintenant les légendaires nuits blanches de Lucas Boss, qu'on te voit souvent travailler des nuits entières. Donc je pense que c'est aussi, ça montre aussi bah, la motivation que tu peux avoir à atteindre tes objectifs et à être professionnel dans les projets que tu peux Mhm. avoir. Mais effectivement, je pense que c'est aussi important. Bah voilà, pour un vidéaste qui se lance, de, bah voilà, d'être tout le temps, comme tu disais, stimulé par les projets pour que voilà, les gens puissent voir ce que tu fais, puissent être potentiellement intéressés aussi par ce que tu fais. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des choses à proposer. Donc, ok, top. Tout à fait, tout à fait. C'est très important en tout cas, ouais. Bah ouais, ouais, c'est clair. Ok. Donc là, à l'heure où on enregistre le podcast, on est le 2 janvier. Donc d'ailleurs, bonne année à toi. Bah, bonne année aussi, merci beaucoup. Donc après, je pense qu'il sera publié peut-être fin janvier, début février. Mais c'est quoi tes objectifs, toi, en 2020? Petit arrêt sur écoute pour rectifier mon erreur. Ayant enregistré en tout début d'année, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je voulais bien sûr aborder l'année 2021. Je dérange pas plus longtemps, on peut reprendre. En termes de vidéo, est-ce que tu t'es imposé des objectifs au 1er janvier de choses à réaliser comment tu vois les choses pour cette année à venir? Alors ouais, en tout cas, même le 29 décembre, non pardon, j'ai des bêtises, le 31 décembre, je sais même plus quel jour on finit le mois. Ouais, je crois que le 31 décembre, je me suis dit, je me suis écrit un petit peu des choses que j'aimerais faire en 2021. C'est pas forcément des choses qui sont que autour de la vidéo, mais c'est un peu aussi une manière de se quadriller un petit peu, de pas partir dans tous les sens, parce que c'est vrai que même pour tous les gens qui se lancent dans la vidéo,
Il y a plein de choses, on a plein de questions où il faut avoir des réponses. On se demande comment on se lance, comment on trouve son matos, comment on trouve ses clients. Et je pense que c'est bien aussi de trouver vraiment une piste où partir et pas partir en toutes les directions et se faire une chose après l'autre. Et du coup, là, ouais, je me suis un petit peu. J'ai commencé un petit peu à me faire une petite liste de ce que j'aimerais réussir en 2021. Et après, au niveau de la vidéo, je me suis donné un rythme en tout cas plus important même de posts sur Instagram. J'ai envie d'être plus présent, de montrer un peu plus ce que je fais et puis d'avoir une vie pro avec même mes clients à côté encore plus intéressante, d'avoir des clients encore plus sympas et puis de continuer à être motivé et aller de l'avant là-dedans. Donc ouais, une petite liste 2021. Ok, donc 2021, beaucoup de projets, top. C'est vrai que bah voilà, sur Instagram, on te voit aussi beaucoup bah voilà, voyager pour des projets vidéo, notamment entre Nice et Paris. Pareil, pour 2021, comment tu vois les choses? Est-ce que tu souhaiterais peut-être plus te développer sur Paris, plutôt rester en Côte d'Azur? Comment ça va se passer? Alors ouais, ben moi, Paris, ça a été un heureux hasard. J'ai commencé à y bosser en début d'année dernière, donc en 2020, vers mars, avril. Et puis en fait, j'ai pu me faire des petits contacts sur place, rencontrer des nouvelles personnes. Et je pense que c'est ça qui est cool aussi dans notre métier, c'est qu'en fait, on est un petit peu tous dispersés en France. Donc au final, n'importe où on peut aller, ben, il y a toujours des vidéastes dans la ville où on se situe. Et moi, ça a été un bon rebondissement d'être allé un peu à Paris. Parce que du coup, j'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai pu faire des tournages dans des domaines que j'ai pas encore vraiment fait. C'est là que j'ai commencé plus à bosser avec des influenceurs, etc. Et du coup, ouais, Paris, je l'ai vu comme une sorte de nouveau tremplin, en tout cas, pour bosser avec des personnes où j'ai pas encore vraiment travaillé avant. Et du coup, là, pour 2021, je vais continuer à être sur Nice. Je vais continuer à bosser sur Nice parce que j'aime beaucoup cette ville et du coup j'ai encore beaucoup de boulot à faire ici. Mais je serai aussi présent là dès le mois de janvier sur Paris pour continuer à travailler un petit peu aussi dans la capitale. Voilà, donc je vais me prendre un appart aussi là-bas pour travailler. Puis en tout cas, au niveau des déplacements Nice-Paris, j'en ferai peut-être un petit peu moins vu que j'aurai un appartement sur Paris. Mais je trouve ça cool aussi de bouger et voilà, de pas rester forcément tout le temps au même endroit. Même je pense que pour chaque vidéo, c'est vrai que c'est cool. Alors moi, c'est pour le boulot que je me déplace, mais ça peut être aussi pour des petits voyages. C'est vrai que c'est cool même de partir un week-end dans une autre ville, prendre sa caméra, filmer un petit peu, et puis avoir des ambiances différentes de la ville dans laquelle on se situe ou dans laquelle on a grandi. C'est toujours intéressant en tout cas d'avoir des nouvelles choses à filmer, des nouvelles ambiances. Et même moi, quand je suis arrivé à Paris, ben, la ville, l'architecture, ça n'a rien à voir. Donc forcément, au niveau aussi des vidéos, ça se ressent. Au niveau du mood de la vidéo, ça se ressent. Et c'est vrai que c'est vraiment cool, en tout cas, de pouvoir un petit peu bouger et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs pour du coup créer des nouvelles choses et puis s'inspirer autrement. Parfait. Très bien. Et effectivement, bah, comme tu disais notamment via tes objectifs 2021, toi, voilà, tu as déjà pas mal de projets, voilà, tu vas être amené à en avoir d'autres. C'est une habitude aussi que prennent certains vidéastes quand ils commencent à se développer, à avoir de plus en plus de projets. Ils s'entourent aussi d'autres vidéastes. Est-ce que toi, tu as aussi cette ambition, cette volonté à l'avenir t'entourer de d'autres personnes pour créer une sorte de petite équipe de vidéastes avec lesquels faire des projets peut-être un peu plus gros? Alors, ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool en tout cas de bosser à plusieurs. Autant pour la partie vidéo, tournage, parce que du coup, c'est vrai que c'est cool d'avoir une petite équipe, c'est super motivant et ça permet vraiment de pouvoir un peu aller de l'avant et créer de nouvelles choses parce que du coup, ben, on a tous des univers différents, donc forcément, on va proposer des nouvelles choses en bossant à plusieurs. Et pour le montage, pareil, c'est super intéressant d'avoir le point de vue des autres, de voir un petit peu comment chacun
travaille, comment chacun monte. Pour l'instant, moi, c'est vrai que je pense continuer à travailler, on va dire, tout seul, dans le sens où je vais continuer à avoir des tournages où je travaille autant pour la partie tournage que montage en solo. Par contre, c'est vrai que c'est un kiff de bosser à plusieurs. J'ai pu cette année travailler avec plusieurs personnes pour des vidéos. Ça s'est toujours super bien passé et je pense que je le ferai peut-être un peu plus souvent l'année prochaine. J'ai déjà des petits tournages qui arrivent là où on va être en petite équipe et je pense que Ok. c'est vraiment intéressant. Moi, ça me rappelle un petit peu bah, du coup mes années SRA, mes années en école de cinéma parce que on était du coup dans une petite team. À chaque fois, on était tout le temps entre 10 et 15. Donc ça fait quand même une bonne team parce que Ouais. du coup, ben, contrairement à la vidéo, quand on est au cinéma, donc juste pour faire un petit rebond là-dessus, on a forcément la personne qui va faire la perche, donc la personne qui va enregistrer le son, la personne qui va faire du coup tout le monitoring sur une petite table de mixage pour enregistrer le son, l'assistant caméra, le second, le cadreur, donc ça fait tout de suite beaucoup de monde. En vidéo, on est beaucoup moins nombreux que ça, vu que généralement la personne qui filme, et bien du coup, elle fait tout toute seule sur sa caméra. Mais le fait d'avoir une petite team, je trouve que c'est cool parce que rien qu'avoir quelqu'un qui crée une lumière avec toi, une personne qui va un petit peu diriger le tournage et qui va aussi te dire lorsqu'on est dans les temps ou lorsqu'on est un petit peu à la bourre, bah, c'est cool et ça permet vraiment d'être vraiment plus speed et plus motivé, je trouve, que travailler tout seul, de pas vraiment avoir une personne qui vient régulièrement te donner un petit peps lorsque tu en as besoin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et puis ouais, pour ceux qui nous écouteront, je pense que c'est intéressant de s'entourer d'autres vidéastes, d'autres créatifs, parce que voilà, chacun a sa vision, chacun a ses compétences. Et, euh, et bah, moi, personnellement, j'ai commencé à plusieurs dans la vidéo. Trop bien. On était plusieurs, et c'est vrai que c'est une bonne expérience, j'en garde une bonne expérience, parce que voilà, on mêle nos idées, et je pense que c'est beaucoup plus pertinent que bah, après, effectivement. Quand on est tout seul, parce que même en termes ouais, de concentration, de productivité, quand on est tout seul, Tout à on a fait. plus, c'est plus facile de procrastiner et de se démotiver sur Mm, certaines choses. Donc je pense que ouais, effectivement, le travail au groupe, ça peut être pertinent, notamment dans la vidéo. mm, Ok, tout à fait. très bien. Bah écoute, Lucas, ça fait maintenant 1 heure qu'on discute, c'est passé assez vite. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la dernière question du podcast que j'avais posée aussi dans l'épisode 2 à Axel Contest, à savoir où est-ce que tu te vois, toi, dans une dizaine d'années? Ah oula, question très Question difficile. philosophique, ouais. Alors, je t'avoue que j'en sais vraiment rien. Tu as quel âge, toi, Lucas? J'ai 22 ans. J'ai 22 Ok, ans. Donc je t'avoue que je sais pas du tout. Moi pour l'instant, dans mes différents choix que j'ai pu faire, tout s'est fait un petit peu au fil des expériences. J'avais rien prévu de tout ça. Je me suis jamais dit il faut que je travaille avec telle personne, il faut que à tel âge je sois là ou là. C'est vrai que ça arrivait un hmm, petit peu naturellement avec le boulot et avec la motivation. Mais je pense que il faut se laisser aussi d'un peu de liberté. Je pense que c'est cool aussi de pas trop se fermer des portes ou se laisser en tout cas plein de portes ouvertes pour voir un petit peu où tout ça nous mène. Donc moi, ouais, je ne sais pas vraiment où est-ce que je veux aller. Je sais que j'ai des ambitions dans tel ou tel milieu dans lequel j'aimerais travailler, toujours dans la vidéo, mais voilà, genre peut-être avec des plus gros moyens, peut-être avec une plus grosse équipe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, ok. pour créer des choses un peu plus grosses, plus intéressantes, tout ça. Mais sinon, je n'ai pas vraiment, en tout cas pour l'instant, d'objectifs à atteindre. Je verrai, je pense, avec le temps. Ok, parfait. Peut-être non, je sais pas, peut-être revenir à tes premiers amours en tentant de la fiction, du cinéma, peut-être, non? Carrément, ouais, ça c'est vrai que ça serait un énorme kiff, hein. Je pense que tout vidéaste aussi, il aime. Je pense on est tous un peu là aussi parce que, ben, ou parce qu'on aime le cinéma, ou parce qu'on adore filmer, ou parce qu'on a des références visuelles qui sont super intéressantes, parce qu'on adore voilà, une certaine touche au niveau du montage, etc. Et je pense que ouais, le cinéma c'est super intéressant parce qu'on a tous envie d'avoir des gros moyens, des gros budgets, de se faire plaisir sur une scène ou une autre sans se prendre la tête au niveau de comment on va faire ça.
Et ouais, je pense que ça serait un kiff pour plein de monde, et moi y compris, quoi. Mais ouais, franchement, si ça. Rien que faire une bonne fiction ou faire un projet, même en vidéo, mais avec une grosse équipe ou avec des moyens différents de ce qu'on a actuellement, on va dire, à peu près tous les vidéastes en France, ça serait vraiment un gros kiff, un gros challenge en tout cas pour les années qui arrivent, quoi. Ok, bah écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va terminer le podcast. Merci en tout cas d'être passé sur ce podcast, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lucas, sur les réseaux sociaux, j'imagine? Bah déjà, merci à toi aussi, c'était vraiment un énorme kiff à faire. Et ouais, totalement. Bah alors, sur mon Instagram, donc Lucas Bosque, ou alors sinon, peut-être que je mettrai quelques vidéos, alors à voir, mais des vidéos que je ne poste pas forcément, ou des vidéos qui peuvent être intéressantes pour des personnes au niveau des différentes vidéos que j'ai pu faire. Peut-être je les mettrai sur YouTube. Donc c'est pareil, Ok. c'est Lucas Bosque. Donc voilà, à voir. Ouais, j'ai été voir sur le YouTube parce que tu mets un lien notamment sur ton Instagram de ta chaîne Tout à YouTube. Et fait. c'est vrai que pour l'instant, y a pas grand-chose, bien que mine de rien, t'as un peu d'abonnés, mine de rien, pour une chaîne qui est inactive. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de te voir sur YouTube. Donc, Bah écoute, il y a ça peut-être quelque chose serait. à faire dessus. Ouais, bah peut-être objectif, peut-être 2021, à voir. Et après, sinon, il y a aussi mon site où du coup je mets pas mal de vidéos, plus pro, Ok. plus pour des clients que je mets du coup nulle part ailleurs parce que ça intéresse pas forcément des gens sur Instagram de voir ça, j'imagine. Bah, du coup, pareil, www.lucabosque.com. Voilà, c'est un peu tout le temps pareil. Ouais, parfait. Bah, de toute façon, je mettrai l'intégralité des liens en description du podcast. Donc, comme ça, les gens auront pas de mal à trouver. Génial. Merci à toi, Lucas. Et Bah puis, à merci à toi bientôt. aussi. Ouais, à très vite. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Ça fera plaisir et ça me motivera pour continuer à vous proposer ce type de contenu. Autrement, vous pouvez m'envoyer vos suggestions quant au futur invité ou au sujet à aborder directement sur Instagram ou à l'adresse vidvidéaste tout attaché @gmail.com. On se retrouve au prochain épisode.